Je suis de retour avec le passionnant Marc Harvey, qui a eu une vie bien remplie par le fleuve Saint-Laurent. Donc, après l'accident, c'est qui se passe? Là? Ton père, il y a encore la navigation dans le sang? Ben, bon, après l'accident du Saint-Timothée, là, qui est arrivé en plein été de 1959, là, c'est mon père, là, il n'était pas du genre à trop s'apitoyer sur son sort. Là. Il savait que ce cause-là, là, qu'elle allait s'éterniser devant les tribunaux pendant des années. Il savait ça par expérience. Là. Fait que déjà, il pensait, lui, à survivre. Là. Okay. Fait qu'il avait déjà dans sa tête l'idée de se racheter un bateau. Il ne le disait pas à notre mère, là. Il ne disait pas à notre mère, mais il avait déjà dans la tête de se racheter un bateau, là. Okay. À l'automne 59, je suis sûr qu'il magasinait un bateau, là. Fait qu'à l'hiver 1960, ben, là, il avait décidé de mettre son projet à exécution. Il s'en est trouvé un bateau. Okay. Fait qu'il y avait un propriétaire de Saint-Joseph-de-la-Rive là, qui avait un bateau, Jean-Paul Desgagnés, Okay. qui avait un bateau qui s'appelait le J-Montcalm, qui voulait s'en départir. Okay. Mon père avait su ça. Fait qu'ils se sont rencontrés à l'Assemblée des navigateurs de 1959, dans la fin de janvier, 1960, c'est-à-dire. Puis là, mon père a commencé à négocier avec, puis au printemps 1960, déjà, mon père, il a acheté le J-Montcalm. C'est un bateau qui était récent à l'époque? C'est un vieux bateau aussi, mais qui était encore bon, là, puis qui avait été bien construit par les gens de Saint-Joseph-de-la-Rive, là. Okay. Puis il était encore bon pour plusieurs années. Fait que mon père, il ne pouvait pas acheter un bateau neuf, c'était bien trop cher, mais un vieux bateau, là, il avait payé 21 500. C'est de l'argent dans ce temps-là. Fait que je ne sais pas comment il a fait pour financer ça, là. Il avait acheté ce bateau-là dans le printemps 1960. Okay. Fait que là, on a continué la vie avec ce bateau-là parce qu'il fallait gagner sa vie. Puis il disait que tout ce qu'il savait faire, c'était ça, naviguer. C'était naviguer. Ouais. Puis aller naviguer... C'était dans son sang. Ben, aller naviguer à salaire, ça n'intéressait pas parce qu'il y avait un sens entrepreneurial assez élevé, là. Les gens de l'île, en général, ont beaucoup du sens entrepreneurial. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y en a plusieurs qui se sont lancés dans des petites entreprises, là. Fait qu'on a commencé à naviguer à bord du J-Montcalm, qui était plus gros un peu. C'est un bateau qui avait été construit en 1939. Oui. Fait qu'il était quand même assez vieux, mais il y avait encore des bonnes années, là. Le moteur était vieux aussi. C'était un vieux MAN, un vieux MAN, là. Okay. Un slow speed qui virait pas vite, là. Éventuellement, pour le changer. Fait que on a commencé à naviguer dans l'année 1960 comme si de rien n'était. Avec les mêmes contrats. Puis nous autres, moi j'étais bien content. Le bateau était plus gros. Okay. C'était un bateau le Saint-Timothée était un bateau de 125 cordes. Ça, c'était un bateau de 170 cordes qui pouvait aller plus loin. Mon père disait, on va aller plus loin encore. On va se rendre jusqu'à Matane, jusqu'à Ragno, Saint-Anne-des... Cap-Colombier, après ça, on va aller dans le Saguenay, peut-être, là, le bateau est plus gros, puis là... Ah, j'étais bien content, là. Ah oui. Et, mon frère aussi, puis on était contents. Donc, ton sens de navigation était comblé. Notre enfance continuait, notre adolescence arrivait. Fait que là, c'est sûr que c'était une belle époque. C'était une belle époque pour nous autres dans la vie, là, puis on n'était pas trop conscients, là, des problèmes qu'il y avait aussi. C'était à la fin des goélettes. Mon père, il savait ça, que c'était à la fin des goélettes, mais c'est pour ça qu'il n'a pas fait c'est pour ça qu'il l'arrêtait. C'est ça, exactement. Ça fait que là, on a eu le J-Montcalm à partir de l'année 1960 jusqu'en 1969. Okay. On en a fait des voyages avec le J-Montcalm, là. Oui. On en a fait un puis un autre. Je raconte ça. Je raconte ça dans mon livre, la suite de ça. C'est au cours de ces années-là que le procès s'est déroulé. Le procès a duré 5 ans, là. Okay. Ça finissait plus. C'était des poursuites en appel, puis toujours essayer de la part de mettre des bâtons dans les roues, coupable de payer le moins possible de redevance à la victime. Mais de toute façon, comme je l'expliquais, les gens qui veulent plus
connaître et s'imprégner de cet événement-là vont acheter ton livre. Mais toi, après, ton père, il a navigué. Pourquoi que toi, tu décides de continuer dans la voie de la navigation? Par intérêt, j'aimais ça. J'avais de l'intérêt pour ça, la navigation. Et puis, j'ai continué avec mon père, mais j'ai continué mes études aussi. Ah, OK. J'ai continué mes études. Parce que Mon père... tu navigues l'été, mais l'hiver, tu continues tes études. Oui, mon père était très fort, puis notre mère aussi nous poussait beaucoup pour l'éducation. OK. À partir de 1961, on a eu la chance d'avoir une nouvelle école neuve ici. Oui. Mais est-ce que tu as étudié dans le domaine de la navigation? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Fait que là, il fallait terminer notre secondaire ici. Durant les vacances d'été, on allait naviguer. Et puis, l'instruction ici était très bonne à notre nouvelle école. OK. Puis, on réussissait bien. On était assez poussés là, pour aller bien. Et puis, on avait des bons résultats. Fait que mon père, il forçait pas que je fasse un marin. Là. Il forçait pas OK. pour que je devienne un navigateur. Là. Il te laissait libre dans tes choix. Oui, mais il voulait que je fasse des études avancées, là, puis j'étais d'accord, là, j'étais d'accord. J'allais bien à l'école parce qu'il disait que la navigation, c'était bien beau, mais les belles années étaient passées, puis que les années de misère, il y en avait eu, eux autres aussi, mais c'était peut-être pire ce qui s'en venait avec la fin des goélettes. Puis le petit cabotage, là, ça commençait à être difficile, puis là, il voulait m'orienter. Puis j'étais d'accord avec lui, là, pour faire d'autres choses. Puis il forçait pour que je devienne un avocat. Un avocat de la marine. Il y avait une adoration pour les avocats de la marine. Pour lui avoir goûté avec son frère. C'est ça. Il avait goûté avec le Saint-Timothée. Il avait vu fonctionner les avocats. Notre avocat qui nous représentait, c'était l'avocat le plus célèbre de l'époque, Léopold Langlois, qui est un avocat de la marine réputé dans ce temps-là, qui nous représentait dans la poursuite. Dans la défense, il y avait un avocat de Montréal, Maître Brisset, qui n'était pas piqué des verres aussi. Mon père aimait les voir travailler, les voir argumenter. Le monde de la justice malgré tout le procès, ton père en a tiré de ce côté-là positif, de s'imprégner de ce monde, de la justice par rapport à la navigation. C'est ça. Il m'orientait vers ça. Moi, j'étais d'accord aussi. J'aurais espéré aller faire carrière dans la marine aussi, là, mais je voulais avancer mes études le plus possible. Je réussissais très bien à l'école, là, j'avais jamais eu d'échec, là. Fait que j'ai fonctionné avec lui, là. J'ai été dans la première année des cégeps, le passage des collèges classiques au cégep. J'ai été dans cette première cohorte-là, au cégep Limoilou. Limoilou, OK. J'ai fait mes 2 années de cégep. Après ça, j'ai été à l'université. J'étais à l'université en droit. J'ai passé par la littérature. Okay. J'ai fait une session en littérature. C'est ce qui t'a aidé ou... Oui, j'avais de la facilité. Comme deuxième choix, ils nous demandaient comme deuxième choix, qu'est-ce que vous avez? C'était le droit, mais il y avait beaucoup de demandes pour le droit. L'arrivée des cégeps avait provoqué des diplômés des collèges classiques et des cégeps. Ça avait provoqué une grande achalandage pour les facultés de droit et ces choses-là. Là. Fait que je n'avais pas été admis tout de suite en droit, mais mon deuxième choix, c'était la littérature. Parce que ça me plaisait, la littérature aussi. Là. Ça me plaisait. C'est ce qui a fait que tu as écrit ton livre. C'est ça. Ça fait que j'avais toujours eu de la facilité, puis j'avais été accepté en lettres. Fait que j'ai fait une session en lettres, mais avec l'objectif de changer de faculté. C'était plus facile de changer de faculté que d'être admis. OK. Fait qu'une fois, je changeais de faculté. T'avais le pied rentré, là. J'avais le pied rentré, c'est ça. Fait que ça explique un peu ma facilité pour l'écriture, puis mon goût pour l'écriture et la lecture. Ça m'écrivait beaucoup. Okay. Mais ça explique aussi que quand je suis venu pour orienter ma carrière, mes études, là,
C'était un peu bizarre. J'avais fait application pour aller à l'école de marine, à l'Institut maritime à Rimouski, là. Et puis, il fallait passer un test, un examen de la vue pour ça. Dans cette époque-là, pour entrer à l'Institut maritime, il fallait avoir une vue presque parfaite sans lunettes. OK. Et puis, je n'avais pas une vue parfaite parce que sans lunettes, je faisais de la myopie. OK. Puis, je n'avais pas été accepté. Dans les prérequis pour entrer, c'était un peu bizarre. Après ça, la loi a changé, les exigences ont changé. Quelqu'un qui a des lunettes, C'est ça. c'était ça. Fait que je n'avais pas passé le test de la vue. Je devais porter des verres correcteurs, puis ça m'avait mis fin à mon rêve d'aller à l'école de marine de Rimouski. OK. Bon, aussi bizarre que ça puisse paraître. OK. Fait que ça m'a permis d'orienter ma carrière tout de suite vers des études avancées, là, OK. à l'université. Et donc, est-ce que tu as eu ton diplôme universitaire? Non, pas du tout. J'avais rien que les goélettes dans la tête, j'avais juste les bateaux dans la tête. Là. La navigation était trop forte. Je réussissais bien, oui, mais mon père avait... Ce qui ne m'a pas aidé, là, c'est qu'en 1970, quand j'ai commencé l'université, mon père a fait un bateau en acier. Puis là, je savais là, qu'avec un bateau en acier, on allait aller bien plus loin. Là. Ben oui. On allait aller jusqu'à Terre-Neuve, puis sur les Grands Lacs, puis là, j'avais rien que ça dans la tête. J'assistais à mes cours à l'université, puis je dessinais des bateaux, puis je dessinais le Sainte-Marguerite. Donc, tu naviguais dans ta tête pendant que tu étais à l'école. C'était mal parti. OK. Puis durant mes vacances d'été, au lieu de passer mes vacances dans un bureau d'avocat pour parfaire mes connaissances en droit, j'embarquais à bord du bateau, puis je naviguais jusqu'à temps que le bateau, que l'école commence. Fait que je n'ai pas été un bon étudiant en droit. J'aurais été capable de réussir en droit, mais je n'ai pas été un bon élève en droit parce que j'avais... Tu avais trop de la navigation. C'était pas vraiment ce que je voulais, mais je voulais l'essayer quand même. Fait que l'expérience a duré pendant 2 ans, puis j'ai été forcé d'abandonner. Puis là, j'ai pu me consacrer là, à ma carrière. Je naviguais à plein temps avec mon père en 72. Là. Parce que avec un bateau d'acier, ça rallonge un peu la... Ben oui, là, on faisait des voyages à Terre-Neuve, on faisait des voyages jusqu'à Grand Lac, jusqu'au lac Ontario. Puis là, ça me passionnait, là, évidemment, là, parce que je voyais... Puis je savais aussi qu'en naviguant, bien, avec toutes les études que j'avais faites, là, ça faisait de moi peut-être le marin le plus instruit sur le fleuve. Là. OK. Parce que j'avais 2 ans d'université quand même. Des études, ça sert toujours à quelque chose. Ça sert toujours à quelque chose. Là. Oui. Ça fait que... Mais je savais que je pourrais, même si je n'allais pas à l'Institut maritime de Québec, de Rimouski, je pouvais, en étudiant à l'éducation des adultes, par les hivers, je pouvais passer des brevets. Là. Oui, Je savais ça. Il y avait une école de marine ici à Lille, là. Puis les professeurs étaient bons, puis les résultats étaient bons, là. OK. C'est ça que j'ai fait. C'est ça que j'ai fait. Parce que l'appel de la mer était trop fort dans ton cas. Tu voulais gagner ta vie. Donc, ton choix était fait. Oui, c'est ça. Pour moi, c'était un mal pour un bien. Je regrettais. C'était un deuil pour moi. C'était un échec personnel. Ça m'a affecté un peu mon ego. Ça a affecté mon ego, là, d'avoir échoué mon droit. Là. Ça a affecté mon ego. Ça, mais tu l'as accepté. Ben, je l'ai accepté. Puis tu as continué. Comme ton père qui a perdu son bateau, il l'a accepté, puis il a continué à naviguer. Fait que je me disais, si j'ai pas réussi là, je réussirai bien ailleurs. OK. Fait que avec les études que j'avais, ben, quand j'étais à l'école de marine, ça avançait vite, là. Oui, C'est que je passais à travers des études, j'étais bon à l'école, puis j'étais capable de passer des examens plus vite que les autres parce que j'avais une faculté d'apprentissage assez grande. Fait que je passais des examens après les examens, puis ça n'a pas été trop long que je suis venu à mon examen de capitaine, là. Oui, OK. Fait que mon temps de mer avait été bon avec toutes les années que j'avais navigué avec mon père. L'expérience du Saint-Laurent. C'était un mélange des deux, fait que c'est ça. Ah ouais. Mais puis toi, pendant ce temps-là, tu navigues toujours avec ton père ou à un moment donné, tu fais une carrière maritime J'ai navigué avec mon père. Là, lorsque j'ai lâché les études, j'ai navigué avec mon père toute la saison 1972. Okay. Et à la fin de l'année 72, c'était la 3e année qu'on avait notre bateau en acier. C'était notre 3e année qu'on avait. C'est quoi le nom déjà du bateau? Au début, il s'appelait le Sainte-Marguerite. On l'a changé de nom. On l'a appelé le Prince Louis
en 1971, dans le milieu de l'été. C'était en l'honneur de notre plus jeune enfant de la famille, celui qui est né dans l'année que le Saint-Timothée s'est fait couper en deux. OK. Quand l'année que Saint-Timothée s'est fait couper en deux, en 59, ma mère est enceinte de 4 mois. Elle a donné naissance au plus jeune de la famille, qui est venu au monde le 2 décembre 1959. Lui aussi, il est devenu marin. OK. Fait que là, il est arrivé un accident, mais c'est un accident mécanique à la fin de l'année 1972. Là, il est arrivé un accident mécanique. Le moteur du Prince Louis a manqué. Grosse panne de moteur. On revenait d'un chargement à Rivière-du-Loup. Curieusement, on avait chargé à Rivière-du-Loup au début d'octobre, je ne me souviens plus la date. Et puis, en montant, arrivé à Saint-Irénée, au large de Saint-Irénée, là où était arrivé l'accident du Saint-Timothée, l'accident du moteur du Sainte-Marguerite, le Prince Swift est arrivé au même endroit. Au même endroit? Au même endroit, Christ. De coïncidence. On va mettre un bip, on peut pas mettre de bip, mais le sort était... à toutes les fois que tu passes dans ce secteur-là, après ça, avec un bateau, tu devais te poser des questions? Oui, on passe au large. OK. Tu as évité ce secteur-là, le restant. On n'approchera pas trop à côte après ça. OK. Ça fait que, c'est ça. Fait que dans l'hiver, fait que le moteur étant scrappé, ça aurait coûté plus cher que le bateau valait. C'était la fin du cabotage presque, là. Ça valait pas la peine d'investir. Parce que ce bateau de métal-là était quand même pas un gros bateau, là. C'était l'équivalent mais plus qu'une goélette. Oui, c'était presque 2 fois plus gros qu'une goélette, là. Ça avait 150 pieds de long, c'était bien cabiné. Puis c'était confortable, bien plus, là. Puis ça mettait un bon chargement. On pouvait mettre 450 tonnes de cargaison. C'était un petit caboteur. C'est ça. C'était déjà un peu passé date, là. C'est-tu le dernier bateau de ton père? Oui, ça a été son dernier bateau. Après ça, mon père, il a navigué à Solaire. OK. Ça fait que là... Ce qu'il ne voulait pas faire avant, Oui, mais là, il était résigné, là. Il n'y en aura plus d'autres. Oui, parce que puis il y avait des demandes. Financièrement, puis le stress d'avoir un navire, c'est quelque chose, ça. Fait que ces 3 années-là, j'ai la chance d'avoir le journal de bord de ces 3 années-là, de tous les voyages qu'on a fait. Je vais écrire ça, là. On va écrire ça. Ça, c'est la suite de ton monde d'écrivain. C'est d'écrire les voyages de ce bateau-là. Oui, c'est ça. Ça va faire partie. Je vais raconter ce qui s'est passé après 1965, là, la fin des goélettes, le début des caboteurs, c'est-à-dire la fin des petits caboteurs en acier aussi, et puis le début de ma carrière, là, comme capitaine. Comme capitaine. Comme capitaine, comment ça... Toi, tu travailles, ton père est rendu... il travaille à salaire. Toi, tu travailles à salaire avec lui aussi ou sur un autre bateau? J'ai travaillé avec lui en 72, mais quand notre bateau a été scrap, là, tu sais, là, durant l'hiver 72, je me suis forcé pour passer des classes, là, pour compléter mon brevet de capitaine. Puis à la fin de l'année 72, j'avais complété presque mon examen de capitaine. Il me restait juste mon oral à faire, puis c'était pas un problème. J'étais capable de le passer. Le oral, on voit que tu n'as pas de difficulté. On appelait ça l'oral. Mais c'était Là, tu étais assis en face de l'examinateur du ministère des Transports qui s'appelait Roland Gendron. Là. Il avait une face sévère, là, avec sa pipe. Puis il fumait en arrière de son comptoir. Puis sa secrétaire s'appelait Mademoiselle Frédéric. Puis là, tu es assis en face, puis il faut que tu répondes à toutes ces questions. Puis là, il place des petits bateaux en un face de l'autre. Puis là, il check si tu sais comment réagir par rapport à telle affaire. Là. Ça peut durer une journée, l'examen oral. Là. Fait que c'est le dernier examen avant qu'ils disent, en allumant sa pipe, m'a te faire confiance, mon petit garçon. Donc, c'est un autre personnage que tu as rencontré, Quand tu sors de là, puis tu as réussi, tu es diplômé capitaine. OK. Donc, on continue mais ce personnage-là, on peut te faire un petit... ça semble... Est-ce que tu peux nous parler un peu de sa vie? Pourquoi
ce monsieur-là, c'est lui qui faisait passer les examens. C'était un vieux capitaine? Oui, c'était un vieux capitaine, mais qui est un fonctionnaire du gouvernement fédéral, du ministère des Transports. C'est un capitaine au long cours qui fait partie qui est l'examinateur. Okay. L'examinateur, c'est lui qui décide si tu l'as ton brevet ou si tu ne l'as pas. Fait que moi, il me restait mon horaire. Dans ce temps-là. Oui, c'est toujours été comme ça. Ça marche encore comme ça. OK. Ça fait que là, au printemps 1972, j'avais travaillé fort à l'École des marines ici avec les professeurs, puis j'avais étudié fort parce que fallait qu'on me trouve une job, là. On n'avait plus de bateau. C'est sûr. Ben oui, t'avais plus ton père pour... Puis là, j'avais bien l'intention de me trouver une job, mais je n'avais pas de job. OK. Puis là, l'hiver achevait, mes brevets achevaient. Puis les gars qui étaient à l'école avec moi avaient déjà des jobs, là. Oui. Antoine Tremblay, après ça, Réal Dufour, puis Witten Gang, à l'école de marine, dans le sous-sol de l'école, là. Okay. Puis il y avait des gars avaient des jobs. Moi, j'avais plus de job parce que mon père avait plus de bateau. Mais j'étais confiant que j'allais m'en trouver une. Avec l'expérience que tu avais. Oui, c'est ça. Puis je fais mon brevet, là, puis je me posais pas trop de questions, je faisais pas trop de recherches non plus, mais la réponse à ma question est arrivée assez vite. OK. Pâques était tard cette année-là. Pâques était le 22, je pense le 22 avril. OK. Et puis le jour de Pâques, après la messe, mon oncle Éloi Perron, Perron qui était mon oncle, qui venait souvent chez nous. Mon père allait chez eux à tous les jours, mais lui, il venait chez nous à tous les jours. Puis il allait ailleurs aussi, il faisait sa tournée, là. Fait que le jour de Pâques, après la messe, notre oncle Éloi Perron arrive, puis il rentre, puis s'assit. Il s'assit dans la table de la cuisine, et puis on commence à jaser. Puis 1972, là, ça a été une année tragique, ça. Ça a été une année tragique dans la navigation pour les petits caboteurs en acier. L'année la plus tragique que ça a été pour le Gilani. OK. Le Gilani qu'on voit à côté de nous. Ah oui, le beau Gilani qu'on voit ici, qui a été fabriqué par un des frères à Éloi Perron, là, la maquette qu'on a ici, là, qui me rappelle tant de souvenirs. Bien, lui, là, en 1972, lors d'un chargement à Verchères, au petit quai de Verchères, il avait pris un gros chargement, puis à la fin du chargement, il s'est passé quelque chose de grave, là. Le bateau a renversé le long du quai, a chaviré le long du quai. Oui. En 1972. Le Gilani se retrouvait au fond de l'eau en 1972. Donc, c'est un bateau qui avait fait... Bien, on peut appeler ça un naufrage? Oui, c'est un chavirement. Un chavirement. Un chavirement au quai. Fait que les gens ont eu le temps de sauter sur le quai. Bon, il n'y a pas eu de... Fait que là, il y a des vieilles photos qui circulent là-dessus. Mais avant son chavirement, c'est un bateau qui avait navigué quand même un certain temps? Oui, c'est un bateau qui avait été acheté par Éloi Perron quelques années avant pour compléter la flotte en prévision du retrait du MP Mélie, que lui était en bois. Fait que Éloi Perron et ses frères étaient assez avant-gardistes, étaient assez aventureux dans la business, là. Fait qu'il avait acheté ce bateau-là qui s'appelait le Champlain. Il l'avait modifié parce qu'il y avait encore... C'est un bateau qui servait à quoi avant? C'est du cargo général. C'est du cargo... Du cargo général, du freight, du bois de pulpe. Puis c'était un cargo qui était encore en assez bonne condition. Mais il y avait eu cet accident-là. Fait que durant l'automne, l'été et l'automne 1972, c'est ça? 72, bien, il a été renfloué, nettoyé, monté sur le chantier, remis à neuf pour qu'au printemps 1973, il soit prêt à reprendre la mer. Mon oncle Éloi Perron nous racontait là, tout ce qu'il avait fait de travail pour remettre ce bateau-là en marche. Là. C'était... Éloi Perron, c'était un passionné qui avait tellement d'imagination qu'il trouvait des solutions à tout. Ah oui, il était vraiment avant-gardiste. Oui. Fait que lui, il arrive le matin chez nous, le jour de Pâques. Il s'assied au bout de la table, on commence à jaser. Je viens m'asseoir avec, parce que j'aimais ça jaser avec. Et puis, il aimait ça jaser avec moi, là, parce qu'on avait bien des choses à discuter. Puis après ça, là, je m'informe, le Gilani était arrivé au bout du quai. Le Gilani avait été mis à l'eau au chantier de l'île. Puis il l'avait emmené au bout du quai, je le voyais. Il a été réparé au chantier de l'île. Au chantier à l'île aux Coudres. Le chantier était sur le chantier, il l'avait mis à l'eau, puis il est arrivé au bout du quai, là.
Je le vois encore. Ah oui, tu le vois arriver Je le vois encore au bout du quai, puis j'avais été le voir, puis il y avait des gars qui travaillaient dessus, puis là, je m'informe à mon oncle Éloi Perron. Je dis, puis, avez-vous tout votre monde pour le Gilani? Ouais. Il y avait une cigarette dans le bec. Je mets dans ce temps-là. Oui. Pas mal tout mon monde, mais ça me prend un capitaine. Ben, moi, j'étais assis au bout de la table. Je dis, vous ne devriez pas avoir de problème à vous trouver un capitaine. Il dit, non, je ne penserais pas. Je dis, avez-vous quelqu'un en vue? Il dit, oui, j'en ai en vue. Mais là, je dis, bon, mais c'est qui? Il dit, c'est pas grave, c'est pas long à dire, mon petit garçon, il est assis en face de moi. Là, je fais un saut. Ma mère était au poêle de cuisine, elle a fait un saut aussi. Elle dit, qu'est-ce que t'as dit là? T'as quel âge, là? J'ai bien compris. J'ai 23 ans. 23 ans. Ça fait que là, j'ai dit, êtes-vous sérieux, là? Il dit, oui, oui. Il dit, ça me prend un capitaine home trade. Il dit, on a des contrats. Il dit, il va falloir aller dans le Golfe, puis aller au Nouveau-Brunswick. Puis après ça, c'est à Côte-Nord, c'est à Basse-Côte-Nord. Puis après ça, il dit, ça me prend un capitaine home trade. Puis toi, j'ai dit, il me reste mon oral à passer. Il dit, ton oral, il dit, t'auras toujours même pas de misère à passer ça. Okay. Il dit, il faut y aller, là. Il dit, c'est la fin de semaine de Pâques. Il dit, il faut aller passer ton oral. C'est que tu dis, c'est que tu décides. Là, ma mère disait, non, il est trop jeune. Mais mon père était dans le salon, on avait entendu ça. Là. Il se lève. Il n'est pas trop jeune, c'est là où je vais commencer, laisse-le faire. Fait que là, j'ai dit, bon, OK, mais y aller. Mais il a dit, il faut que je me dépêche de passer mon oral, là. Il dit, oui, pas prêt à partir, mon petit garçon. Il dit, on a encore pour quelques jours, tu as le temps d'aller passer ton oral. Okay. Il dit, on part, il dit, lundi, c'est fermé. C'était un lundi de Pâques. Il dit, mardi matin, on part pour Québec. Okay. Je m'embarque avec lui le lundi matin, je m'en vais rencontrer Roland Gendron, passer mon examen oral, passer le vendredi avec lui, sortir de là, avec sa pipe, comme je disais tantôt. Ah oui? Fait que là, il m'avait posé des questions, il m'avait torturé tout le vendredi. Puis c'était pas le premier examen que je passais avec. J'avais tout passé mes examens avec lui, l'examinateur. Okay. Ça fait que là, il dit, mais tu fais confiance, mon ami. Il dit, oublie jamais une chose sur le bateau. Tes yeux puis tes oreilles, garde-la ouverte, puis regarde ce que tu fais. Dans mes oreilles de 23 ans, ça a toujours resté. OK. Je l'entends encore. Fait que j'ai sorti de là, j'étais capitaine. Capitaine. Fait que mon oncle Éloi Perron était fier de moi, là, parce qu'il avait trouvé son capitaine. Ah oui. Fait que là, on revient à l'île, puis il dit, t'embarques comme capitaine. Il est venu. OK. Il dit, tu commences demain matin. Puis tu connaissais le fleuve Saint-Laurent? Je connaissais le fleuve d'un bout à l'autre, là, jusqu'au lac Ontario, jusqu'au lac Erie. Je l'avais fait avec mon père, là. Puis à Terre-Neuve, j'y avais été plusieurs fois. Puis à Côte-Nord, malgré mon jeune âge, là, j'avais un bagage, là. C'est comme ça que j'ai commencé. Ouais. Là, ça serait le fun de continuer une dernière section où ce qu'on va vous parler un peu du Gilani. On va terminer un peu sur cette note d'un nouveau capitaine, le baptême du nouveau capitaine. Tu as une histoire riche et tu nous remplis d'images de navigation. Merci, mais il nous reste quelques choses à continuer. On va faire une dernière section, conclusion, où on va essayer de voir ce qui s'est passé dans ta vie, quitte un jour à se revoir une autre fois pour une autre section, parce que tu as des choses à raconter et je sens que tu as le goût de les transmettre. On est toujours de retour, possiblement pour cette fois-ci une dernière section qui va un peu conclure, mais on va se revoir un jour certain pour faire une suite à ce temps. Là, toi, tu navigues sur la Gilani. Peux-tu nous conter un peu ton oncle t'engage sur la Gilani? C'était quoi ta vie de capitaine? C'est ton premier bateau comme capitaine? Oui, effectivement. Ben, j'avoue que c'était avec fébrilité, un peu de nervosité que j'acceptais ce poste-là, là, de capitaine à 23 ans. Là. Okay, c'est que j'avais confiance en mes moyens. Je connaissais la rivière de Montréal parfaitement. J'étais capable de faire mon pilotage. J'étais capable de monter même sur les lacs, là, puis de faire la Côte-Nord, puis d'aller à Terre-Neuve. Puis j'avais quand même un bon bagage que j'avais acquis avec mon père.
Mais là, je tombais en charge d'un bateau avec la responsabilité de la navigation, de la gestion, Oui. puis tout ça. Fait que c'était un peu avec C'est fébrilité. beaucoup sur les épaules, ça, pour un jeune de 23 ans. Puis je sentais le regard aussi des plus vieux qui disaient il est jeune un peu pour prendre ça, mais c'est le garçon aéré, il a été à bonne école, puis c'est que Il y a des je pour et des sentais contre. un peu tout ce poids-là, mais j'étais un peu comme mon père, là, un peu fonceur, puis j'avais besoin d'argent, puis mon oncle m'avait offert un bon salaire comparé à ce que j'avais. C'était payant, dans ce temps-là, de Ben, naviguer? c'était payant. C'était plus payant que ce que j'avais avec mon père, là. Ah oui, c'est OK. Oui, là, c'est là. Parce que lui, il n'y avait pas moyen de me payer beaucoup. Moi, là. Édouard Perron, ben, il m'avait offert un bon salaire pour l'époque, là. OK. Puis ça m'intéressait, ça m'intéressait. Puis je cheminais dans ma carrière. J'avais pas passé tous ces brevets-là pour attendre puis retarder, là. Je voulais pas retarder. La chance se présentait, mon père l'a dit. La Bon chance se moment, présente, bon vas-y, endroit. vas-y, Ah oui. t'es capable. OK. Fait que je retenais, j'avais un peu son front de lui, le front de faire ça. Fait que je m'en rappelle mon premier voyage. On est parti d'ici, du quai de Saint-Bernard, parce que le Gilani avait été emmené au quai de Saint-Bernard pendant que j'étais allé à mon brevet. Fait qu'on est parti du quai de Saint-Bernard pour un premier voyage. Notre premier voyage, je me rappelle la destination, c'était le quai de Pointe-au-Père pour aller charger un chargement de boulettes d'acier pour emmener à cette île. OK. Je me rappelle encore comme si on était arrivé dans la nuit, accosté en pleine nuit au quai de Pointe-au-Père. Et puis le quai, il n'y avait pas d'éclairage dessus. Le quai était très endommagé. Une section était encore potable OK. pour charger. On avait Puis, chargé là. les quais étaient vieillissants à l'époque? Le quai de Pointe-au-Père était déjà vieillissant à cette époque-là, mais on pouvait charger un petit bateau pouvait accoster là, du côté du Nordais puis du côté du Sorway. OK. Fait qu'on a chargé 450 tonnes d'acier là, qui provenaient de la fonderie de Montjoly. OK. Puis on a été livré ça à cette île au quai de l'Aéronord. Fait que ça a été mon premier voyage. Réussi, sans anicroche. Non. Tout s'est passé Bon, quand... ça allait bien, ça allait bien. J'étais jeune, puis je sentais un peu le fardeau de mon jeune âge par rapport à l'équipage que j'avais, parce qu'il y avait des gens plus vieux que moi à bord. OK. Là. Ben oui. C'est l'officier qui était là, il pouvait être mon père, là. Charles Édouard Harvey, mais il était très bon avec moi, là. Il était très gentil avec moi. Là. Donc, Fait que, mais t'étais élevé dans ce domaine, dans ce milieu, puis c'est pour ça que tu as été rapidement, même avec ton jeune âge. Oui, accepté. c'est ça. Mais il fallait que je prouve mes capacités, il fallait que je livre la marchandise quand même, là. Ouais, ça, Fait que c'est un voyage après l'autre. Ça se faisait un voyage après l'autre. c'est toujours le même voyage, là, tu parles de boulettes de fer. On allait partout, là. C'était Sept-Îles-Montréal, Montréal-Sept-Îles, c'était Havre-Saint-Pierre, c'était des fois des chargements de bois, Saint-Jean-Port-Joli, Rivière-du-Loup, c'était Bathurst au Nouveau-Brunswick, on traversait le Golfe. OK. On allait partout, ça n'arrêtait pas, c'était un feu roulant, là. Il y avait du trafic, là. Ça n'arrêtait pas. Pour mémoriser tout ça, je m'amuse à relater, là, à refaire un journal de bord imaginaire dans mon... J'ai toujours gardé mes agendas depuis les années 80. OK. Fait que je sais ce que j'ai fait à chaque année depuis les années 80, là. Fait que je m'amuse à me remémorer tout ça. À reconstituer des livres de Oui, bord. c'est ça. Fait que ma première année comme capitaine du Gilani, je suis rendu, ce matin, j'ai écrit la page c'est le 16 juillet aujourd'hui? J'ai écrit la page du 16 juillet à bord du Gilani. Je raconterai ça dans un 3e tour. Donc, tu es en train de faire, de passer au suivant, c'est de passer aux générations futures la vie que tu as fait. Puis, je tiens à te dire merci, parce que si on se souvient de cette époque, c'est grâce à des gens comme toi. Merci. Puis, donc, toi, tu as navigué combien de temps avec la Gilani? Ben, le Gilani, j'ai fait toute la saison sur le Gilani, là. OK. Le Gilani, c'était en 1973. On a commencé à naviguer le 26 d'avril, puis j'ai débarqué rien qu'à la fin de novembre, là.
C'était un feu roulant, là. C'était sans feu arrêt. roulant, Là. le bateau se comportait bien, Oui, sans oui. accident. Oh, le bateau allait bien, il avait subi un bon radoux, là. Dans le milieu de l'été, on avait été obligé de passer quelques jours à la Rivière-du-Loup parce que nos 2 moteurs de JM, il avait besoin d'être remontés. On a été quelques jours à Rivière-du-Loup. On a remonté nos moteurs, mais après ça, on a voyagé. C'était un feu roulant, là. C'était bon Montréal, bateau. Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre, le batteur. On n'avait pas été chez Lac cette année-là, là, mais c'était un feu roulant. C'était pas de la grande navigation. Ce que je raconte, c'est pas la navigation hauturière, c'est pas la grande histoire maritime. Tu n'as pas traversé les océans. C'est pas ça. Il y en a qui vont dire, oh, on a été dans le Nord, Ben oui, c'est sûr, il y a de la navigation bien plus importante que ça qui s'est faite. Je ne l'ai pas faite. C'est pas ça que je raconte. C'est ça, mais il n'y a pas de navigation moins importante. La navigation, c'est la navigation. Il ne faut pas oublier que le fleuve Saint-Laurent, c'est une des places les plus difficiles à naviguer. C'est vrai. Je raconte la petite histoire maritime des goélettes du Saint-Laurent puis des petits caboteurs parce que j'ai eu la chance de vivre la fin de cette époque-là, puis je suis capable d'en parler, puis je suis capable de l'écrire. C'est ça que je fais, là. Puis le Gilles Annie, donc, lui, tu as travaillé pendant un certain temps, mais est-ce qu'il par la suite, il a continué à naviguer? Bien, le Gilles Annie a continué à naviguer. Il a continué à naviguer après 1973. Puis durant l'hiver 1974, mon oncle Éloi Perron était venu me voir parce qu'il avait décidé de vendre le MP Mélie à contre-cœur, parce que le MP Mélie est en bois. Et puis le MP Mélie qui a fini ses jours à Baie-Saint-Paul. Oui, bien oui, c'est ça. Il a fini ses jours à Baie-Saint-Paul. Il est devenu de l'Académie. Bien, oui, en 73, là, j'étais capitaine à bord du Gilles Annie. Puis Benoît Perron Albert était capitaine à bord du MP Mélie. OK. C'était les 2 bateaux de la flotte. OK. Il y avait 2 bateaux. Il y avait 2 bateaux, mais il y avait le Jean-Eudes encore qui naviguait aussi, qui transportait du bois. Fait que moi, j'étais à bord du navire amiral de la flotte, qui était le plus gros, c'était le Gilles Annie. C'était pas très gros, c'était un navire amiral, le mot est bien grand. OK. Puis Albert, il était à bord du MP Mélie. Puis des fois, on se croisait, puis Albert m'appelait. On s'appelait. Le criard devait... Il s'appelait, puis là, je l'entends encore sa voix, sa grosse voix, Albert. Allô, le Gilles Annie, le MP Mélie appelle le Gilles Annie, le MP Mélie appelle le Gilles Annie, m'entends-tu à toi? Alors, on écoutait, là. Oui, MP Mélie, le Gilles Annie, on va aller sur le 2738. 2738. Voilà, là, je commençais à parler avec Benoît, puis Benoît, là, il parlait lentement, puis c'était précis, comment ça va, puis comment ça va avec ton équipage. Puis là, si tu as besoin, puis c'était un des boss de la compagnie, là, c'était le frère Éloi Perron. Si tu as besoin de quoi, mon petit garçon, oublie jamais, t'as rien qu'à le demander à Corbeau. Corbeau, c'était? C'était Éloi Perron. Il l'appelait Corbeau. Il s'appelait Corbeau. C'était son surnom parce qu'il avait une grande il avait des cheveux noirs et abondants. Ceux-là qui étaient noirs, puis qui avaient des cheveux noirs et abondants, ils les appelaient des corbeaux. Il y en avait un à Baleine, il s'appelait Corbeau-Oignon. Il y en avait un dans l'Anse, il s'appelait Corbeau aussi. Puis il y en avait un à Saint-Bernard, il s'appelait Corbeau-Juéry. Dans ce temps-là, les gens avaient beaucoup d'imagination. Donc, le Gilles Annie, quand Éloi Perron vend ses bateaux, il y a trop de capitaines par rapport aux bateaux. Oui, c'est ça qu'il m'avait dit dans l'hiver. Il avait dit, il dit, faut que je te dise que je n'aurai pas besoin de toi au printemps, parce qu'il dit, on ne met plus en marche le MP Mélie. C'est un bateau en bois, puis on ne met plus en marche le MP Mélie. Il dit, ça nous fait mal au cœur, parce que le MP Mélie, mon petit garçon... C'est comme un membre de la famille, ça. C'était un membre de la famille, mais c'était tellement un beau bateau, le MP Mélie, le bateau en bois de MP Mélie. J'étais découragé moi-même, là. J'étais découragé de savoir qu'il allait arrêter le MP Mélie en 1974. J'étais découragé. Puis là, il dit, c'est Albert qui va s'en aller sur le Gilles Annie.
Il dit, il n'est pas trop d'accord, parce qu'il dit, je ne fie pas au bateau en fer, parce qu'il aime mieux les bateaux en bois. Ouais, Il dit, c'est ça, c'est un autre monde. ça fait que je savais que je n'aurais pas de job au printemps 1974, mais je savais que j'allais m'en trouver une. Oui, pas un c'est ça. problème. Fait que c'est ça. Fait que, comme de fait, c'est ça qui est arrivé. Fait qu'ils ont enlevé le moteur dans le MP Meli, puis ils ont vendu le MP Meli à un gars d'Abbé-Saint-Paul, qui était un artiste, là. OK. Puis ils ont été livrés là-bas à contre-cœur. Ça faisait mourir de pitié, c'est sûr, là. De savoir que l'MP Meli allait finir ces jours-là, tout est créanché. Puis c'est là que l'histoire de l'Accalmie à Baie-Saint-Paul commence. Ce bateau que Éloi Perron est venu rechercher par la suite lors de ses... il y a une légende qui dit... Il s'est remis à flotter à sa mort, comme s'il avait été emporté par son fantôme, pendant qu'on était en train de célébrer ses funérailles. Oui, ça c'est que... J'en ai des frissons. Ah, c'est vrai. Pendant qu'on était en train de faire son hommage. C'est ça. C'est l'histoire de mon aventure, de mon début de carrière avec le Gilani. Puis toi, c'est que tu fais dans ce temps-là? Il faut que tu trouves un autre travail. Oui, j'avais réussi à me trouver un autre job, mais certains disent que c'est un cadeau que je fais en publiant ce livre-là. Certains disent que c'est un cadeau que je fais aux générations présentes et futures, que de raconter ce qui s'est passé dans ma vie, que beaucoup d'autres pourraient raconter. Mais c'est aussi un cadeau que je me fais à moi-même. En 2023, parce qu'en 2023, je célèbre 50 ans de carrière. 50 ans de carrière comme capitaine. Ce que je viens de raconter, mes débuts sur Gilani, c'était en 1973. Nous sommes en 2023. J'ai 50 ans de carrière comme capitaine, sans interruption. Parce que bien que je sois à la retraite, à Rivière-du-Loup, je vais faire encore des remplacements. J'en ai fait la semaine passée, j'en fais encore la semaine prochaine. Je suis demeuré un capitaine actif. Un capitaine, ça reste un capitaine toute sa vie? Bien, j'ai la chance d'avoir eu une bonne santé, puis d'avoir eu des employeurs, des patrons qui m'ont engagé, là. Fait que c'est pas un honneur, là. Comment tu fais pour trouver... Puis là, on va terminer un peu cette série sur ton début à la traverse de Rivière-du-Loup? Oui. C'est quoi le passage que tu fais entre la Gilani et le Trans-Saint-Laurent? Bien, après le Gilani, j'avais travaillé durant l'été 1974, là. Il y avait du dragage qui se faisait. Il y avait beaucoup de dragage qui se faisait dans la traverse nord de l'île d'Orléans pour élargir le fleuve entre Montréal et Québec, à plusieurs endroits. Fait, il y avait beaucoup de demandes pour des capitaines de remorqueurs. J'avais travaillé tout l'été comme capitaine de remorqueur pour l'industrie du dragage jusqu'à l'automne. Puis, j'avais retourné à l'école en l'hiver 1975 pour commencer à passer des brevets plus importants. J'étais ici à Lille. Je restais chez mes parents. Puis en l'hiver 1975, j'ai commencé... là, je me cherchais un autre job en 1975. Pour travailler? Puis là, pendant que j'étais à l'école de marine, il y a un de mes amis, Antoine Tremblay, arrive de dîner. Puis Antoine, c'était mon chum. Là, il dit, je viens d'avoir un téléphone à midi, là. Il dit, c'est un gars qui m'a appelé, Conrad Amoté. Conrad Amoté, on savait que c'était Conrad Harvey, là. Il dit, il y a un contrat pour Saint-Yves, puis après ça, il cherche un capitaine puis un équipage. Il dit, il m'appelait pour me demander. Il me dit, moi, j'ai une job, j'en ai une. Il dit, toi, il dit, ça t'intéresserait peut-être bien t'en aller, il dit, capitaine sur Saint-Yves. Ben, je savais que Saint-Yves, ça faisait 2-3 ans, 3-4 ans qu'il était arrêté au quai de Saint-Jean, puis il ne naviguait plus, là. Mais j'avais pas de job en 75, là. Il dit, ouais, donne-moi le numéro à Conrad, il m'a appelé, là. Fait que j'appelle Conrad, je commence à parler avec. J'ai dit, c'est correct, j'avais pas de job. Je vais y aller. L'entrevue n'a pas été longue. Ça n'a pas été long. J'ai commencé à naviguer sur Saint-Yves, qui était un vieux bateau, là. J'avais 25 ans, puis le bateau en avait 75. Le Saint-Yves, c'est un... C'était un caboteur en acier. Un caboteur en acier, fait qu'on voyageait
pas de Montréal, on chargeait à Verchères jusqu'aux îles de Madeleine. OK. Fait qu'on a fait la ronde de Verchères, les îles de Madeleine, toute l'été, à bord du Saint-Yves. Puis ça allait bien. C'était un beau bateau? C'était une belle expérience. Là. C'est C'était l'ouvrage, là, c'était sûr, c'était l'ouvrage. C'était une belle expérience, ça aussi. OK. Puis c'était juste pour une saison. Et puis durant l'hiver 1975-76, là, je devais me trouver un autre emploi. Et puis je restais à Québec avec mon épouse. On s'était mariés en 1974. OK. Puis durant l'hiver, j'avais me cherché un emploi. Oui. Fait que j'avais préparé mon CV, j'avais rencontré à Québec un armateur qui avait une petite flotte de remorqueurs et de bateaux de recherche océanographique qui était en pleine expansion, qui s'appelait Techno Maritime. OK. Puis il y avait déjà des gars de l'île qui travaillaient là, justement. Là. Fait que j'avais décidé de tenter ma chance là. Puis le hasard a fait que j'arrivais au bon moment dans le développement de cette entreprise-là, qui venait de faire l'acquisition d'un gros bateau de recherche océanographique en Norvège, puis qui avait le vent dans les voiles, puis qui avait besoin de quelqu'un, d'un capitaine, oui, mais d'un gestionnaire aussi. OK. D'un gestionnaire pour prendre en charge cette flotte de bateaux-là. Fait que je m'étais présenté à son bureau. Son nom était Roger Raymond, c'était le président de la compagnie. Il était un gars avant-gardiste au bout, là. Puis j'avais commencé à jaser avec lui pendant une partie de l'avant-midi, là, puis j'y racontais mon vécu. Puis il y avait une pipe l'autre bord de la table, puis il ressemblait Encore un peu la pipe. à l'engendron, ça fumait, puis lui, il fumait la pipe. Puis là, il m'écoutait, puis il me posait des questions. Puis là, à la fin de l'avant-midi, il dit, on n'ira pas plus loin, là. Il dit, tu commences lundi. Tu viendras lundi, Nicole va préparer ton contrat. Puis là, il dit, après-midi, on va aller visiter les bateaux. Puis là, tu vas prendre en charge l'inspection des bateaux. Puis là, on a un bateau qui s'en vient de la Norvège, qui est en traversant l'Atlantique. En arrivant, tu vas t'occuper de ça, mettre ça en marche, canadianiser, puis les inspections. Puis quand tu n'auras pas d'ouvrage à terre, tu vas aller naviguer. Et là, je dis, attends, là, je pensais que ça allait trop vite, là. Fait qu'il m'offre un salaire. Il me dit, tu vas gagner 15 000 $ par année. J'ai passé proche de dire, c'est trop. Je trouvais que c'était trop, là. Ah oui? Ça fait que là, j'ai fini par dire oui. Quand j'ai sorti du bureau, un avant-midi plus tard, j'avais un job. C'était D, à l'année. Ça fait que là, il dit, viens-t'en, on s'en va visiter les bateaux. J'embarque avec lui dans son char, son gros Chrysler avec la pipe tout le temps, il fumait la pipe. Il y avait toujours la pipe, ça sentait la pipe dans son char. Et là, on avait été dans le bassin, dans la marina de Sillery, voir de ces bateaux qui passaient l'hiver-là. Il y avait des 89 pieds, il y avait le remorqueur Rosanne-Simard, il y avait le Techno Rochette, les bateaux étaient tous là. Puis à Chette 14, ce qui était le bureau dans Chette 14, j'avais un petit bureau, là, les rats se promenaient sur le plancher. C'était un bureau dans le vieil Chette 14. Puis ça va être ton bureau. Il dit, tu commences lundi. J'ai commencé le lundi. J'ai été 10 ans avec eux autres. 10 ans. 10 ans avec eux autres. On n'est pas encore rendu au Trans-Saint-Laurent. Non, mais non, c'est loin d'être là. On est encore loin d'être là. On est en 1976, là. OK. Puis là, en 1977, la compagnie, il était très avant-gardiste, là. Fait qu'au mois d'avril, le bateau qui traversait la Norvège est arrivé à Québec. Un maudit beau bateau, il s'appelait le Petrel 5. Un bateau de 200 pieds de long. Un bateau de recherche océanographique. Il fallait l'équiper pour la recherche océanographique. Il fallait l'emmener sur les Grands Lacs pour passer l'été. Il fallait qu'il parte pour le nord. Fait que je m'occupais de tout ça, puis j'avais 6 autres bateaux à m'occuper, là. Ah ouais. Fait que vu que j'avais de l'instruction, vu que j'avais de l'instruction, bien, lui, il m'avait choisi pour ça. Pour mon expérience de capitaine, oui, puis mon brevet de capitaine, mais vu que j'avais de l'instruction, mon instruction me servait. Dans le domaine administratif, tout ça. C'est ça. J'étais capable de faire de la gestion. Puis je savais compter. J'avais 2 ans d'université. Ah oui, puis 3 ans de cégep. Fait que là, j'étais peut-être le plus instruit des navigateurs du Saint-Laurent dans ce temps-là. Ah oui, c'est sûr. Mais c'est l'argent, pas l'argent, mais l'instruction sert tout le temps. Oui, c'est sûr. Ça sert toute ta vie. Mais on vit du temps
tellement précieux avec toi que j'ai le goût de te demander, je voulais faire une conclusion mais si on pourrait faire une conclusion pour avoir un petit peu plus de temps dans un prochain une section, parce que je pense que c'est trop passionnant et faut quand même faire des émissions dans des temps précis. C'est que moi, je te remercie beaucoup de ce beau temps-là, mais on se revoit pour la conclusion dans notre prochaine section. Je suis content d'entendre ce mot-là, conclusion. À tantôt. La conclusion sera tantôt. OK. On a des gens qui écoutent. C'est passionnant. Merci, Marc. Merci.